On teste deux grosses nouveautés aujourd'hui sur motoneige.com. La R1300 GS Adventure, le fleuron haut de gamme et équipé pour l'évasion au long cours de BMW, qui étraîne par ailleurs la boîte de vitesse robotisée ASA, Automatic Shift Assistant, ce qui fait de ce modèle la première moto avec une boîte automatique chez BMW. Alors ce modèle Adventure, en quoi diffère-t-il du modèle standard que nous avons longuement testé sur motoneige.com et que nous avions comparé au modèle précédent, la R1250. Cette version Adventure, l'une de ses caractéristiques clés, c'est son gros réservoir. Vous avez un bidon de 30 litres, soit 11 litres de plus que la version standard. Ça lui permet un rayon d'action de 600 km selon BMW. Bref, vous pouvez voyager loin, longtemps, avec armes et bagages, puisqu'elle est également conçue pour ça. BMW ayant d'ailleurs développé une impressionnante gamme de bagagerie, notamment des valises qui contiennent désormais même une prise USB, de l'éclairage, des valises qu'il vous faudra en revanche fixer sur des supports qui sont optionnels. Ah oui, ce qu'on n'oublie pas les fondamentaux chez BMW. Puisqu'on parle d'aspect pratique et de réservoir, notez que BMW a installé des astucieux systèmes d'accroche, notamment ici à la base du réservoir, qui va permettre de fixer une sacoche. Cette sacoche réservoir a d'ailleurs été développée pour pouvoir se soulever afin de faire le plein de la moto. Un plein qu'il sera facile de réaliser puisque la trappe à essence s'ouvre sans clé, puisque la machine est équipée de série du keyless. Vous avez également sur l'avant de ce réservoir des empiècements en caoutchouc qui permettent de poser de menus objets sans risque qu'ils glissent, ses lunettes, son téléphone, des attentions qu'on apprécie, de la même façon qu'on apprécie toujours ce petit coffre étraîné sur la R1300 standard qui est ventilé et qui contient par ailleurs une prise pour recharger son téléphone en roulant, une moto à un gamberger, on le ressent. Autre caractéristique de cette R1300 Adventure, c'est son pare-brise électrique de série. Vous vous souvenez, sur la R1300 standard, j'avais justement pesté puisque BMW de série propose un pare-brise tronçonné et il faut donc aller en option pour avoir une protection digne de ce nom comme auparavant sur la R1250. BMW là, sur ce modèle donc résolument haut de gamme, a installé un pare-brise électrique qu'il est donc possible de commander depuis le commodo gauche. Ce pare-brise s'accompagne par ailleurs de gros déflecteurs. Autre changement important sur cette Adventure par rapport à la standard, c'est les débattements de suspension. Ça, c'est un petit peu la tradition chez BMW. L'Adventure a toujours des suspensions avec plus de débattements. Ici, nous avons donc 20 mm supplémentaires à l'avant comme à l'arrière, ce qui porte le total à 210 à l'avant, 220 à l'arrière. Vous noterez également la présence de jantes à rayons, tangentielles, tubeless, installées donc de série, là où c'est une option sur la standard. Et on note que cette roue avant conserve son format de 19 pouces. La GS Adventure est également équipée de série de protège-mains avec clignotant intégré. Alors vous allez me dire, ouais, bon alors pour une moto qui a une vocation baroudeuse, du moins sur le papier, quel intérêt d'aller mettre les clignots? On tombe et paf, on casse le pare-main plus le clignotant. Bonjour la douloureuse. BMW y a pensé et propose pour ceux qui vont vraiment faire des excursions tout-terrain, j'insiste sur le vraiment, des clignotants déportés qui vont être sur le bas de manière justement à les protéger en cas de choc. Puisqu'on parle de protection, la GS Adventure a des protections tubulaires autour de son moteur. Ces protections, vous voyez, elles se terminent par une poignée ici. Alors cette poignée, elle va permettre d'une part de mieux redresser la moto plus facilement lorsqu'on chute en tout terrain, et ça ajoute également aussi une hauteur supplémentaire, ce qui fait que la moto, quand elle tombe, au lieu d'être couchée complètement à même le sol, elle va être un petit peu redressée, et ça, à l'air de rien, ça soulage beaucoup. Surtout sur une moto de 269 kg tout plein fait. Vous avez bien entendu, 269 kg tout plein fait, c'est 1 kg de plus que la précédente R1250 GS Adventure. C'est surtout 32 kg de plus que la R1300 GS standard. Bonjour les séances de muscu pour redresser le morceau. Reste que grâce à cette astuce de poignée, plus les cylindres proéminents, la GS est plus facile qu'une autre à redresser lorsqu'on la fait chuter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas complètement couchée sur le sol, elle est un petit peu inclinée. Et cette inclinaison, croyez-moi, ça peut soulager le bas de votre dos et également les bras. Alors, petite précision qui n'aura sans doute pas échappé aux connaisseurs, les protections tubulaires sont moins enveloppantes que sur l'ancien modèle. Donc voilà, ça protège vraiment bien le moteur, mais ça ne monte plus comme auparavant. Donc il n'y a plus cet effet cage, puisqu'on a le nez là sur le bas de la machine. Motoneige tenait encore une fois à saluer le travail réalisé au niveau de la béquille centrale avec son extrémité amovible pour ne plus venir gêner le talon lorsqu'on a le pied sur le repose-pied. Notez que cette béquille centrale est très facile à déployer puisqu'il y a une assistance électrique. Ça rend la machine facile à mettre sur sa centrale, en tout cas beaucoup plus facile que des motos de poids équivalent.
Je vous le disais en introduction, l'autre grosse nouveauté introduite sur cette R1300 GS Adventure, eh bien, c'est l'ASA, la boîte de vitesse robotisée, une boîte automatique, même si d'un point de vue strictement mécanique, ce n'est pas exactement le cas, puisqu'on conserve la même boîte de vitesse traditionnelle, ce qui est quand même très intéressant pour le constructeur, parce qu'il ne développe pas une autre boîte de vitesse, comme peut le faire par exemple Honda avec son double embrayage. Donc là, on a une boîte de vitesse standard, mécanique, sauf que dans cette boîte de vitesse, il y a deux actionneurs électromécaniques, l'un qui va gérer l'embrayage, l'autre qui va gérer la sélection des rapports. Et ces actionneurs sont commandés par électronique, avec chez BMW le choix de conserver un sélecteur au pied. Donc on va monter nos vitesses manuellement, si j'ose dire. C'est d'ailleurs pour ça que BMW parle d'assistant au passage de vitesse. En revanche, il n'y a plus de levier d'embrayage, ça on s'en occupe plus. Toute la gestion finalement de l'avancement et du régime moteur va se faire depuis la poignée de gaz. L'avantage de ce type de dispositif, outre qu'il permet donc d'être greffé sur une boîte traditionnelle, est son faible encombrement et son faible poids. Ça ne rajoute que 2 kg sur la balance, là où, je vous parlais du double embrayage Honda, eh bien le dispositif de la marque Hellé, lui, rajoute 10 kg sur la balance et prend beaucoup plus de place. Là, ici, on peut conserver des volumes très proches de l'origine. Ce système ASA propose deux modes de fonctionnement. Un mode manuel, où on va passer les rapports avec le sélecteur au pied. Un mode automatique, D comme drive, qui va gérer tout seul. C'est-à-dire qu'il va monter les rapports tout seul, il va descendre les rapports tout seul. Cette boîte de vitesse automatisée ou automatique, selon le terme qu'on a envie d'utiliser, elle est directement reliée aux différents capteurs électroniques de la moto, notamment sa centrale à inertie, qui lui permet donc de lui indiquer très précisément son inclinaison, son roulis, son assiette, ce qui va permettre au dispositif d'éviter par exemple de rétrograder lorsque vous êtes incliné en courbe. Il va également choisir le bon moment pour monter ou descendre un rapport, en fonction évidemment du régime moteur, mais aussi de l'action sur le frein. Il va prendre tout ça en considération avant de monter ou de descendre un rapport, de façon à ce que ça se fasse de la façon la plus naturelle possible. Enfin, tout ça est relié au mode de conduite, au nombre de 4 sur cette moto. Plus vous allez sélectionner un mode de conduite sportif, donc le dynamique, plus la boîte de vitesse va avoir des réactions dynamiques. Donc plus il va aller haut dans les tours pour monter le rapport, de façon à avoir un répondant sportif. À l'inverse, en mode Rennes, là où l'ABS, l'antipatinage sont en alerte maximum, la boîte de vitesse va également avoir des réactions plus douces. Ils vont monter les rapports sur le couple, qui est très généreux sur cette moto, je vous le rappelle, 149 Nm de couple. Une dernière précision sur ce dispositif ASA, c'est qu'il est disponible uniquement en option. Et oui, BMW n'a pas pris le risque, entre guillemets, de l'installer de série sur sa GS Adventure. Il convient donc de cocher une petite case dans le vaste catalogue des options BMW pour la modique somme de 900 €. Alors vous allez me dire, oui, bon, 900 €, ok, pour avoir un dispositif proche finalement dans son fonctionnement d'un super shifter, c'est pas mal, ouais, sauf que chez BMW, la politique d'option est toujours un petit peu discutable et évidemment, cette nouvelle technologie n'échappe pas à la règle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'ASA n'est disponible que dans un pack d'options, donc qui comprend d'autres options et qui coûte à lui seul 900 €. Ce qui fait qu'en réalité, pour avoir donc cette boîte robotisée, vous avez le pack d'options déjà à souscrire à 900 € plus les 900 € de la boîte de vitesse en elle-même, soit un total de 1800 €. Ouais, quand on dit que le DCT Honda est cher à 1000 balles de plus, finalement, on remet les choses en perspective ici. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cet essai par une vue statique. On démarre la moto et là, tout de suite, vous notez l'absence de levier d'embrayage. Pour passer la première, il faut freiner avec le frein avant ou le frein arrière. On met un coup de sélecteur en bas, on passe la première et là, nous sommes en M, c'est-à-dire la gestion manuelle de la sélection des rapports. Donc je passe mes vitesses au sélecteur comme sur une boîte normale. Ce passage des rapports se fait de façon instantanée, douce, vous le voyez là à l'écran. Si je veux rétrograder, pas besoin de couper les gaz, j'actionne le sélecteur vers le bas. La seule différence notable, c'est que le point mort donc est tout en bas. Pour le reste, c'est vraiment exactement comme une boîte normale. La gestion du passage de rapport est très bien maîtrisée. On est comme avec le Shifter Pro en fait optionnel de la version normale, à la seule différence près que si vous laissez le régime moteur descendre vraiment trop bas, là je vais le faire exprès, et vous voyez, il a rétrogradé. Pourquoi? Pour protéger en quelque sorte la boîte de vitesse
pour l'empêcher d'être vraiment trop en sous-régime. Et c'est la seule intervention finalement de l'électronique sur ce mode M. La même chose, si vous arrêtez un stop en 6e, mettons, il va rétrograder en première, là encore, hein, dans un souci d'épargner la transmission. Résultat des courses, pour résumer, vous avez un super shifter à la montée et à la descente des rapports, avec un agrément d'utilisation de très bon niveau. Il y a certaines motos sur lesquelles le passage des rapports est encore plus souple, encore plus transparent. Là, c'est plus inhérent à l'architecture moteur, le flat twin. On l'avait déjà noté sur la R1300 standard, la sélection est un petit peu rugueuse par nature, donc ça se ressent. Mais franchement, ça reste quand même très doux d'utilisation et diablement efficace. On passe maintenant en mode drive, le D que j'enclenche ici. Et là, vous voyez, ça change hein, l'icône, on n'est plus en M6, mais en D6 pour gestion automatique, 6e. Et là, c'est l'électronique qui va gérer le passage des rapports, aussi bien la montée que la descente. On ne s'occupe plus de rien, que de l'accélérateur. En fait, vous êtes comme sur un gros scooter, quoi, finalement. Nous, ce qu'on a noté, c'est qu'en mode drive, donc en automatique, le passage des vitesses est moins onctueux qu'en manuel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a l'impression que l'électronique, elle a déjà tellement de choses à gérer, l'embrayage, la sélection, que finalement, l'agrément du passage de vitesse est un petit peu négligé. Résultat, on a une secousse au passage des rapports, notamment dans les tours, ou au rétrogradage, bas dans les régimes, qu'on n'a pas en mode manuel, et qu'on n'aura pas non plus sur une moto traditionnelle avec un levier d'embrayage. Alors cette secousse, elle vous casse pas le dos, hein, mais elle pourrait être de nature à provoquer des télescopages de casque lorsqu'on est en duo. Alors vous voyez, là je tourne, je freine, donc la boîte rétrograde tout seul, hein. Là, dans ce cas de figure, pas de problème, hein, puisqu'on est à 3000 tours. Là, on est dans le gras du couple, donc il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de claquement. Tout ça se fait de façon transparente. Je le répète, cette secousse qu'on peut entendre et percevoir, donc guidon en main, elle se fait surtout sentir à haut régime ou à très bas régime. Et là, vous voyez, on arrive à une intersection, le système rétrograde. Sauf que, bizarrement, il reste en 2e. Il a laissé descendre en dessous de 10 km/h. En 2e, là où on a envie naturellement de rétrograder en première. Et ce phénomène s'observe aussi bien en automatique qu'en manuel. Bizarrement, l'électronique rentre la première très tard. Il faut quasiment être à l'arrêt pour que le premier rapport soit enclenché. Donc ce qui fait que pour une intersection comme ça, c'est pas grave, on va s'arrêter, donc pas de problème. Par contre, lorsqu'on est en ville, dans des tout petits raccoins, des ronds-points, eh bien là, ça peut être un petit peu pénalisant. Puisqu'on aimerait bien avoir justement le confort du premier rapport. Puisqu'on parle de ville, sachez que la moto braque très fort et que l'absence de levier d'embrayage n'est pas pénalisante, y compris pour faire des manœuvres. Pourquoi? Parce qu'on a un excellent dosage de l'accélérateur ride-by-wire et qu'il est donc possible de maîtriser l'avancement de la moto au millimètre-heure près, et j'exagère à peine, et ce, même en ayant opté pour le mode dynamique. Le mode dynamique, c'est le mode donc le plus réactif à l'injection, réactif aussi sur toutes ses aides à la conduite, aussi bien son ABS que son contrôle de traction sont sensibles à l'angle. Ce mode dynamique va engendrer de la réactivité supplémentaire au niveau du passage des rapports. À l'arrêt, le dispositif enclenche automatiquement le frein de parking, symbolisé ici par le P. Lorsqu'on démarre, ça passe automatiquement au neutre. Ce neutre qu'il est possible d'aller chercher tout en bas de la grille de sélection, ou alors en pressant ce bouton DM quelques instants. Au guidon de la nouvelle R1300 GSA. Alors ce guidon il est large, hein, bien dessiné. On retrouve une position similaire à celle de la GSE standard. La seule grosse différence, et si je dis grosse, c'est pas pour rien, c'est au niveau du réservoir. Ce réservoir de 30 litres, donc qui écarte quand même fortement les cuisses. Regardez un petit peu le volume entre les jambes. Donc ça forcément, hein, ça pénalise l'accessibilité, même si pour contrer ça, il y a le variateur d'assiette automatique en option qui permet d'abaisser l'assiette de la moto lorsqu'on arrive à l'arrêt de 30 mm, ce qui permet à quelqu'un comme moi d'1,75 m de toucher les deux pieds au sol. C'est pas du luxe. Autre différence de la GS Adventure par rapport à la standard, c'est son pare-brise électrique de série. Il s'actionne depuis ce bouton et il prodigue une protection de très bon plan. L'intégralité d'un casque est abritée pour un pilote de ma taille. Le buste aussi, il n'y a pas de turbulence. Vous remarquez également qu'il y a des déflecteurs sur le côté qui permettent d'éviter les turbulences au niveau du buste. Les jambes sont, elles, à l'abri grâce au cylindre.
Bref, au niveau protection, la GSA elle coche toutes les cases. Il n'y a que le dessus des bras qui nous semble exposé là par cette journée d'automne un petit peu frisquette. On a pu le ressentir ce matin et on a donc mis en route les selles chauffantes livrées de série. Au niveau du confort d'assise, on retrouve une selle très bien dessinée avec une densité finement calculée. On est bien installé sur cette selle, sauf que Motonet avait remarqué sur la version standard, et ça se vérifie aussi sur cette version Adventure, que la selle a perdu un petit peu de volume. Ce qui fait que sur les très longs parcours, elle se montrera un petit peu moins confortable que sur les anciennes générations de 1250. En revanche, le passager gagne en confort sur l'Adventure puisque BMW a élargi le bâti arrière en aluminium. C'est une des spécificités de cette 1300. Il a été élargi, pourquoi? Afin de pouvoir installer une selle passager un petit peu plus large, au bénéfice donc du confort justement de votre invité. Tiens, c'est exactement l'une des critiques que Motonet avait exprimées sur la version standard, qui a rétrogradé sur le point du confort en duo. Ce bâti arrière, il a également été élargi afin de renforcer la capacité d'emport de la GS Adventure, une moto qui, sur le papier du moins, est censée évoquer l'évasion, voire même le off-road, même si, soyons sérieux 5 minutes, avec une machine d'un tel poids et d'un tel gabarit, envisager du pur tout-terrain, c'est quand même un petit peu culotté. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, et nous vous le prouverons d'ailleurs tout à l'heure, puisque BMW France a prévu une partie tout-terrain au sein de Univers Tout-Terrain, justement, un complexe dévolu au off-road situé à La Ferté-Gaucher, juste à côté du circuit de vitesse. Au niveau de la partie cycle, eh bien, on retrouve la rigueur déjà constatée sur la R1300 standard. La BMW tient son cap, elle est facile à incliner malgré son poids et sa hauteur. On ne ressent pas spécialement ce poids supplémentaire de 32 kg, pourtant je vous le rappelle. Eh bien, magie de l'équilibre des masses oblige, la moto parvient malgré tout à rester virevoltante. Enfin, c'est vraiment de tous les maxi-trails qu'on a l'occasion d'essayer, eh bien la GS, elle a ce quelque chose en plus qui lui offre une maniabilité, une agilité supérieure à toutes ses concurrentes, quelles qu'elles soient. Il y a bien l'Africa Twin de chez Honda qui vient lui chercher des noises grâce elle aussi à un très bon équilibre des masses, et grâce aussi à son moteur plus petit qui délivre moins de performance, qui est donc plus léger, qui lui permet aussi justement d'aller taquiner l'allemande. Alors ce côté virevoltant, je vous disais, ça s'exprime sur la route, ça permet de l'incliner vraiment très facilement. Regardez là, vous voyez, hop, j'appuie juste sur le guidon et elle s'incline sans aucune résistance. Elle n'amplifie pas l'ordre, elle ne le ralentit pas non plus. On a le sentiment de piloter une moto qui pourrait peser plusieurs dizaines de kilos de moins si on s'en référait juste à notre jugé et non pas à sa fiche technique. Au niveau de la stabilité, pas de problème, là, vous voyez, une courbe rapide, on la négocie les doigts dans le nez. La moto, elle ne bouge pas. On a un train directeur très franc, le télélever Evo. Alors pourquoi Evo? C'est ce que je vous avais expliqué lors de notre essai, la R1300 standard. BMW en fait l'a revu au niveau de sa cinématique pour lui apporter davantage de flexibilité dans le but que le train avant délivre des sensations plus naturelles, moins filtrées. Et ça se ressent sur route où effectivement on sent mieux ce qui se passe sous la roue avant de 19 pouces. Et oui, même cette Adventure reste en 19 pouces, elle ne succombe pas à la tentation du 21. Et donc ce télélever, il se montre plus neutre, moins filtrant, sur route, mais également en tout terrain. Alors pourquoi je vous parlais de la jante avant en 19 pouces et non pas en 21 comme les copines? Eh bien parce que c'est le choix retenu par BM, de manière justement à conserver l'agilité de sa moto. Eh bien oui, parce que plus la roue est grande, plus il va avoir d'effet gyroscopique, plus il va avoir donc de résistance à la mise sur l'angle. Donc si BM a gardé sa 19 pouces, c'est justement pour conserver son agilité supérieure clairement à la concurrence. La contrepartie, c'est que en tout terrain pur, une roue de 21 est quand même plus roulante, elle absorbe mieux les obstacles. Mais bon, là c'est un choix, on va dire, à la fois stratégique, technique, un petit peu marketing également. Alors je vous l'ai dit, la moto est équipée en option du variateur d'assiette qui permet donc à l'arrêt d'abaisser les suspensions, ça les dégonfle en quelque sorte de 30 mm. Donc ça forcément ça permet de toucher le sol beaucoup plus facilement, sachant que cette version Adventure, je le rappelle, elle a des débattements supérieurs à la version standard de 20 mm. Ceci associé à sa hauteur de selle de 870 mm, que l'on peut encore rehausser par l'intermédiaire d'une cale à 890 mm, on se doute bien que sans ce système de dégonflage des suspensions, eh bien la moto elle ne pourrait pas
pour un pilote, pour moi, toucher terre des deux pieds comme je le fais là à l'arrêt, ça serait impossible. Allez, on parle du freinage sur cette BMW R1300 GS Adventure. Il est confié à des étriers radio qui pincent des disques de 310 mm, donc en légère hausse par rapport à la 1250. Et ce freinage, surtout, il est désormais entièrement intégral, c'est-à-dire qu'on active l'avant, ça active l'arrière, on active l'arrière, ça active également l'avant en renfort. On a beaucoup de puissance invoquée au levier droit, beaucoup de dosage aussi, c'est très fin. Là-dessus, la GS a bien progressé, parce qu'il y a eu des millésimes où le dosage était un petit peu plus rugueux. Ici, on a vraiment quelque chose avec un répondant très naturel. Idem à l'arrière, où l'action sur la pédale se dose très facilement, que ce soit en position assis comme en position debout. Une position debout où l'on pestera simplement par la largeur de ce réservoir, qui quand même gêne forcément pour se mettre à l'aise. Allez, on termine par le moteur qui est strictement identique à la version standard, donc le gros twin de 1300 cm3, 145 chevaux, 149 Nm de couple, du couple disponible tout le temps. Là, il n'y a vraiment pas d'autre mot, c'est vraiment un moteur ultra complet, très énergique dans les très bas régimes, il est élastique, il tire fort sur les bras dès 3000. Là, vous voyez, je suis à 2000 tours à 48 km/h. En quatrième, ça monte, je réaccélère et ça repart avec vigueur. C'est un moteur qui a toujours du répondant. Alors, on peut regretter qu'au fil des millésimes, il a perdu un tout petit peu de sa rondeur à très bas régime. C'est vrai que lorsqu'on descend très bas dans les tours, il répond un petit peu moins bien. Pourquoi? Parce qu'à force de décaler la courbe de puissance vers le haut, forcément, il en a perdu un petit peu de confort tout en bas. Ça ne le rend pas désagréable pour autant, c'est juste une caractéristique que l'on peut noter lorsqu'on a contenu les anciennes générations refroidies par air. Ce moteur, il prend des tours avec beaucoup de gourmandise, la preuve en image. On a une zone rouge qui commence à 9000 tours, il est capable de rentrer dedans et sans relâcher l'effort, c'est assez impressionnant. C'est une réserve inépuisable d'énergie, c'est un moteur qui ne vibre pratiquement pas. On lui reproche simplement des bruits de distribution, puisqu'il y a une distribution variable sur cette machine, le shift cam, avec donc deux levées de cam différentes pour favoriser les bas régimes et les hauts régimes. Il y a quelques cliquetis qui s'échappent de la mécanique, notamment à bas régime, donc c'est pas toujours super agréable, et ça vient s'ajouter justement au bruit de transmission de la boîte de vitesse lorsqu'on est en mode tout automatique. C'est un moteur donc qui a de la joie de vivre, et ça a longtemps été reproché aux boxeurs. Ici, clairement, BMW a réussi un petit peu la quadrature du cercle, à savoir un moteur performant, élastique, et avec du caractère, et du bon caractère. Si on lui enlève ces bruits mécaniques pas toujours super agréables, c'est un sans faute pour ce moteur. Aussi bien en solo qu'en duo. Après, c'est évident que sur les pistes en tout terrain, c'est sûr que 145 chevaux, c'est un petit peu too much. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Deuxième partie de notre essai, on passe à l'activité tout-terrain. Donc l'objectif, ça va être de ne pas se laisser déborder par les 270 kg de la machine, que BMW a quand même pris soin de passer en pneumatique prévu justement pour la boue. Des Dunlop Trimax Red avec des gros crampons. On va voir si ça suffit à éviter la chute. Le point tout-terrain avec la R1300 GS Adventure. On a pu donc l'éprouver sur des pistes très grasses avec des tracés techniques, des dénivelés, quelques trous bien sentis et donc des traversées de flaques d'eau où on a pu constater à chaque fois justement l'équilibre dont je vous ai parlé sur la route. On l'a retrouvé ici. On a apprécié également le rayon de braquage très court de cette moto qui fait oublier justement son embonpoint. Alors maintenant, on va pas se mentir, la moto, elle reste lourde, elle reste haute, malgré le variateur d'assiette qui va abaisser. Forcément, elle vous met en difficulté et on est clairement en face d'une moto qui vous commande. C'est-à-dire, quel que soit le bagage technique ou votre force physique, c'est toujours elle qui aura le dernier mot. En grande partie à cause de ses dimensions, mais également à cause de son moteur. Parce que tellement de puissance dans le boueux,
eh bien forcément ce moteur, c'est pareil, il dicte sa loi. Alors même si on le gère très bien avec l'accélérateur électronique, on avait sélectionné ici les modes Enduro et Enduro Pro, reste que la patate, elle est quand même très conséquente, elle est presque débordante pour un usage piste, en tout cas pour un niveau intermédiaire tel que le mien. Et pour en avoir quand même discuté avec les instructeurs d'univers tout-terrain, qui sont loin d'être des manches, croyez-moi, eux-mêmes le reconnaissent quand même que là c'est quand même un petit peu too much, tant le moteur que oui aussi le volume. C'est une moto, vous voyez, je suis tout dégueulasse, mais j'ai réussi à pas la faire tomber. Mais ceux qui l'ont fait tomber, on était à deux forcément pour la relever. Vous imaginez, presque 3 quintaux. Faut avoir les moyens physiques de l'emmener en tout terrain. Il faut aussi avoir les moyens financiers, parce qu'à ce prix-là, à partir de 23 800 €, la moindre chute, forcément, elle va être facturée très cher. On a apprécié également le débattement supplémentaire, 20 mm à l'avant, 20 mm à l'arrière. Ça apporte de la progressivité. Et ici, dans les pistes les plus caillouteuses, un petit peu tapantes, eh bien, on a pu mesurer justement le gain en progressivité des suspensions et notamment de l'avant. Ce télélever Evo, effectivement, renvoie plus d'informations et il est aussi moins cassant. Il y avait des réactions très sèches, très fermes sur les générations précédentes. Sur cet Evo, avec en plus les 20 mm de course de suspension supplémentaire, il y a un réel gain et on s'est même pris au jeu de faire quelques sauts à notre modeste niveau, mais à décoller quand même les deux roues, à ratterrir parfois un peu en piqué sur l'avant et aucune réaction malsaine. On a une parfaite stabilité en ligne. On a également une réception bien encaissée par les suspensions. Ça ne talonne pas malgré le poids important. Et là encore, on est surpris par les capacités électroniques du dispositif, puisque je vous le rappelle, ces suspensions sont pilotées de série par électronique et elles sont associées donc au mode de conduite. En Enduro et en Enduro Pro, elles sont évidemment au plus souple, avec l'hydraulique assez lâchée en début de partie, puis raffermie ensuite pour avoir justement le maintien nécessaire pour pouvoir l'emmener à bon rythme. On a apprécié également les capacités de guidage de son train avant, alors que la monte pneumatique des Dunlop Trimax Raid sont plus pour un usage 50% route, 50% piste. Donc là, forcément, dans la boue, ils sont vite remplis. Et malgré tout, on a gardé quand même un bon guidage et on a gardé aussi de la puissance de freinage, évidemment en ligne droite, sur de la piste roulante, avec d'ailleurs une intervention tardive de l'ABS. C'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué sur route. L'électronique sur la GS n'est pas intrusive. Il est possible d'avoir un filet de sécurité qui intervient tard. Et bien sur piste, ça se vérifie aussi. Moi ici, je l'ai utilisé en Enduro Pro, comme ça, il n'y a plus de contrôle de traction, il n'y a plus d'ABS non plus à l'arrière. Et là, on a tout de suite une moto sans filtre qui demande du coup encore plus de physique, plus d'implication. Là où son mode Enduro permet d'avoir un petit peu de filet de sécurité à la motricité pour la roue arrière, un petit peu d'ABS à l'avant. Ça peut vous sortir de l'ornière, sans mauvais jeu de mots. On parle également de sa boîte robotisée ASA. On a eu l'occasion de tester les deux versions, avec la boîte robotisée, sans la boîte robotisée. Avec la boîte robotisée en manuel, on a retrouvé, comme sur la route, des vrais arguments pertinents. Et le premier, déjà, c'est qu'on ne cale pas. On enclenche la première, pas besoin de maintenir le levier d'embrayage. Ça fait que si on est un petit peu en galère, en difficulté, c'est pas grave, elle démarre pas. Et ensuite, on peut gérer donc l'avancement avec juste la poignée de gaz. Au final, c'est assez reposant de ne plus avoir cette gestion de l'embrayage en tout terrain. C'est assez agréable, on ne s'en occupe pas. On monte les vitesses à la volée ou comme si on avait un shifter. On rétrograde de la même façon. En tout terrain, même soumis à de fortes contraintes, on a noté aucune hésitation du système, aucun malfonctionnement. Donc en manuel, en tout terrain, le tableau il est plutôt bon. Après, là où c'est dérangeant, c'est parce que moi, j'ai la pratique de l'embrayage depuis maintenant une trentaine d'années. Et forcément, mon réflexe quand je suis en difficulté, c'est de reprendre le levier gauche. Là, il n'y en a pas. Donc, on est un petit peu déstabilisé. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut juste dire que je suis trop conditionné par justement ce recours à l'embrayage pour être totalement à l'aise avec le système. Quelqu'un qui va faire ses armes directement avec ce système-là se posera moins de questions que moi. Les domaines aussi où j'ai regretté l'absence de levier d'embrayage, c'est pour les petits franchissements. J'ai l'habitude de faire un petit peu patiner l'embrayage et hop, décoller la roue avant pour passer au-dessus d'un caillou, par exemple. Là, c'est pas possible. Et aussi, lorsqu'on est au sommet d'une côte, qu'on bascule de l'autre côté, il y a des phases comme ça où on est un peu en déséquilibre, où c'est rassurant quand même de pouvoir gérer grâce au patinage de l'embrayage. Mais hormis ces phases-là particulières, pour le coup, sincèrement, c'est très convaincant, à la fois pour le débutant comme pour le motard confirmé. Qu'en est-il de la fonction tout automatique? En tout terrain, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Je vais y aller cash. Pourquoi? Parce que déjà, la moto, elle passe tous les rapports à 3000 tours environ. Donc, on se retrouve avec un rapport très élevé alors qu'on a une vitesse d'avancement faible. Alors qu'en tout terrain, on recherche toujours à avoir un minimum de frein moteur. Donc ça, c'est un peu pénalisant. Alors oui, on peut reprendre la main
en mettant un coup sur le sélecteur, sauf que l'électronique repasse derrière et vous rétrogradez en 2, elle remet la 3. C'est un petit peu trop mollasson. On n'aime pas non plus le fait que la moto rechigne à rétrograder en mode tout automatique. On arrive devant l'obstacle, non, elle attend le dernier moment, quasiment du sous-régime. Du coup, on a des KO, on n'a pas le frein moteur. Donc, oui, pour faire de la piste roulante, vous voyez, comme du chemin blanc, comme ici, pourquoi pas, effectivement. Ça va être reposant, on s'occupe de rien, ni de monter, ni de descendre les rapports. Hormis ça, sincèrement, en tout terrain, le mode manuel est quand même beaucoup plus approprié. C'est aussi une question de pratique, hein, bien entendu. Hein. Encore une fois, si vous faites que de la piste roulante toute la journée, calé quasiment au régulateur à 80, bah, le mode tout automatique, évidemment, qui va faire parfaitement l'affaire. En revanche, si vous enchaînez comme ici des portions techniques, je vous recommande vivement le mode manuel qui, pour le coup, après une après-midi passée en sa compagnie, présente finalement beaucoup de similitudes avec une GSA normale comme celle-ci qui est équipée de l'embrayage. En définitive, donc un bilan de la SA plutôt favorable en tout terrain et un bilan de la GS Adventure vraiment favorable également. Alors oui, c'est une grosse moto, oui, c'est une grosse mémère, oui, quand elle tombe, on maudit tous les ingénieurs BMW d'avoir fait un bazar aussi gros, aussi volumineux. Oui, cet énorme réservoir, quand on est en position debout, il écarte les cuisses, mais on connaît des motos qui sont pas dans cette configuration XXL chez les concurrents, qui se révèlent beaucoup plus compliquées à manier, à méditer. Que peut-on conclure de ce premier essai très complet de cette nouvelle R1300 GS Adventure? Eh bien que c'est un millésime particulièrement abouti, tant au niveau moteur, mais ça on n'en doutait pas puisque c'est exactement le même moteur que la standard et qui nous avait convaincus, qu'au niveau de sa partie cycle et au niveau aussi de son équilibre. C'est la première fois que je me sens véritablement à l'aise sur une GSA. C'est quand même une machine imposante, haute, large, lourde. Eh bien, sur la route, en tout cas, on oublie facilement son embonpoint de plus 30 kg par rapport à la version standard. En tout terrain, vous l'avez vu, c'est une autre limonade. Pourquoi? Parce que il y a des lois de la physique à laquelle même une BMW GS ne peut pas échapper. Ok, elle est très bien équilibrée. Ok, son télélever a suffisamment progressé pour enfin nous renvoyer des informations précieuses en tout terrain. On n'a plus cette sensation d'être tout de suite dans le dur. Reste que 269 kg pour le tout terrain. On va pas se mentir, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop dans les petites épingles, c'est beaucoup trop dans le gras comme vous l'avez pu le voir ici. C'est beaucoup trop lorsqu'il faut la relever et lorsqu'en plus on se dit que si ça se trouve, on a abîmé quelque chose sur une moto qui frôle les 24 000 €. Si on fait un bref calcul, ça veut dire qu'un salarié qui touche 2 000 € net par mois va mettre 12 mois, 1 an de son salaire pour se payer cette moto. Alors évidemment, celui qui gagne 20 000 € par mois, lui, ça va le faire gentiment sourire et il va se dire, ouais, c'est un discours un peu de prolétaire là quand même, Motonet. Mais vous voyez où je veux en venir, hein, le tarif des motos atteint des sommets et cette GSA quand même en est une illustration, surtout lorsqu'on rajoute les packs d'options pratiquement indispensables chez BMW pour avoir une moto qui remplit réellement toutes ses fonctions baroudeuses. Alors, il y a quand même eu des progrès en termes de dotation de série, on vous l'avait dit sur la standard. Cette machine emporte de plus en plus d'équipements. Elle répond en cela à la concurrence qui s'est exacerbée. On pense notamment à la Tiger 1200, à la Ducati Multistrada V4, à l'Africa Twin. Autant de rivales aux dents très longues qui amènent des arguments percutants, des concurrentes qui se heurtent toujours à la magie de son équilibre qu'elle doit à son bicylindre à plat qui lui permet d'abaisser les masses et ça on le ressent sur route, on le ressent tout terrain, on le ressent moteur coupé. La GS elle dissimule ses volumes comme aucune autre moto n'est en mesure de le faire aujourd'hui sur le marché. Aucune autre moto de cette cylindrée avec de telles performances moteurs. Hein, je précise bien parce qu'évidemment, vous prenez une Ténéré 700, elle va lui tourner autour et en tout terrain aujourd'hui, j'aurais été beaucoup moins en difficulté, je ne vous le cache pas. Le mot de la fin de cet essai à propos de la transmission au sens général. Cette GS fait carton plein, je vous l'ai dit, son accélérateur très bien calibré, mais également son cardan qui est complètement transparent. Lui, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes? Oui, mais non, puisque ce cardan, on vous l'a expliqué, est désormais devenu une pièce d'usure sur cette moto. En passant de la 1250 à la R1300, BMW a, de façon plus ou moins insidieuse, installé ce cardan dans le plan d'entretien. Il n'est plus garanti à vie comme c'était le cas sur les précédentes générations.
Certains y verront évidemment une régression, un coût supplémentaire. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage sur une moto qui jouit d'un tel prestige, d'une telle aura. On se retrouve bientôt pour un nouvel essai. En attendant, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager si vous avez aimé et à vous abonner si vous avez aimé. Mais je suis sûr que vous avez aimé, alors vite, faites tout ça pour nous aider à faire grandir la communauté motonet.com et également à valoriser notre travail auprès des annonceurs. Bah oui, parce que bon, tout ce boulot, c'est pas gratos les gars.